Bonjour à tous. Alors, ce soir, c'est la première de Hommes en Lumière, la première interview de toute une série d'émissions sur les hommes. Et j'ai le plaisir d'accueillir Charles Baudard avec nous ce soir, qui est le premier à passer dans Hommes en Lumière. Bonjour, Charles. Salut Ludovic, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un honneur de démarrer cette série avec toi et je souhaite que ça lance une super belle dynamique. Ouais, moi aussi. Est-ce que, bon, alors nous on se connaît déjà, est-ce que tu peux aussi te présenter pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaissent pas alors Charles, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors, donc je m'appelle Charles Baudard, j'ai 37 ans, je suis papa de deux enfants, très important dans mon identité. Et ce que je fais, c'est que je fais du coaching. Alors, c'est une forme d'accompagnement où j'accompagne les gens à se transformer et à accomplir ce qu'ils ont envie de réaliser. J'habite actuellement sur la côte atlantique, moi, donc dans l'ouest de la France, en Loire-Atlantique. Et donc, je travaille beaucoup auprès de la nature et de l'extérieur. Je suis très attaché au lien avec l'environnement. Ça fait partie de ma démarche. Voilà. Et tu accompagnes les gens de manière sportive ou un peu plus holistique ou... Alors, c'est une super question parce que quand j'ai démarré mon activité, j'étais vraiment plus orienté coaching sportif. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas et ça ne suffisait pas pour moi à aider les gens bien comme j'avais envie d'être juste sur la dimension physique. Et donc, petit à petit, dans ma démarche, j'ai intégré, comme tu dis, une démarche un peu plus holistique, c'est-à-dire que j'ai amené des outils aux gens au niveau de la dimension mentale, la dimension émotionnelle et aussi la dimension de l'esprit, c'est-à-dire pour moi, je considère que de quel ensemble on fait partie et quel est le sens qu'on donne à notre démarche et à notre action chacun. Et donc, j'ai essayé d'intégrer tout ça dans un accompagnement. Alors, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent me chercher sur des pratiques sportives, mais petit à petit, je les emmène et je leur fais comprendre que c'est vraiment un processus intégral, holistique d'évolution et pas juste une qualité qu'on peut isoler, quoi. Ok. Alors ça c'est bien, c'est une partie, mais moi je sais que tu fais aussi d'autres choses parce que tu es aussi un aventurier, non? Un petit peu. Parce qu'il Alors, y a une autre écoute, dimension derrière tout ça. ouais, je me suis découvert aventurier curieusement pendant le confinement 2020, où j'avais un petit peu la bougeotte et il s'est trouvé qu'il y a un enfant de ma communauté qui avait la leucémie et qui a fait une rechute. Et avec un copain vidéaste, on a construit un projet où en fait on a transporté un arbre en kayak pour soutenir cet enfant et récolter des fonds. Et ça a été vraiment une aventure qui m'a marqué. Et je me suis dit que j'aimais vraiment ce côté d'aventure, de se dépasser, d'aller vers l'inconnu, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un lien qui me plaisait avec l'évolution personnelle, le développement personnel. Je trouvais que d'être confronté comme ça à une sorte de voyage, un peu comme le voyage du héros qu'on retrouve dans les histoires, dans le monomythe, dans les films, où en fait le héros part d'une zone de connu vers une zone inconnue, il est amené à confronter des épreuves, à se dépasser, à se transformer et à revenir changer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette dimension de l'aventure qui permettait à l'individu d'évoluer. Donc c'est pour ça que en fait, je me définis entre guillemets comme coach aventurier parce qu'effectivement, il y a deux facettes. Il y a la facette de moi qui accompagne les gens et une facette aussi qui est toujours en recherche d'évolution, de développement et d'être le héros de ma propre histoire. Et ce que j'aime amener les gens à faire, c'est aussi être le héros de leur histoire à eux. Voilà. Oui, il y a une partie où tu accompagnes les autres et une partie où toi tu fais ton aventure intérieure pour pouvoir encore mieux accompagner les autres. Exactement, exactement. Je considère que si je veux bien accompagner les autres, il faut que je sois le meilleur possible. Et plus je vais progresser, plus je vais être en mesure de donner des outils cohérents aux autres. Par exemple, tout bêtement, l'année dernière, je me suis lancé un défi de traverser la Bretagne en triathlon pour soutenir des enfants hospitalisés. Et pour la première fois, j'ai nagé sur une distance assez importante. Et cette expérience m'a permis d'accompagner une cliente, de la persuader qu'elle en était capable alors qu'elle avait des craintes dans l'eau. Et tout ce processus l'a amené à se dépasser et à vivre son voyage à elle, parce que j'avais fait le chemin avant elle. Donc pour moi, c'est très important de faire le chemin. D'ailleurs, j'attache énormément d'importance à l'exemplarité. Je ne demanderai jamais de faire quelque chose que je ne peux pas faire. Pour donner un exemple tout bête, ce matin, j'ai accompagné les enfants à la piscine, donc les enfants de l'école.
très attaché à m'investir dans l'école. Et en fait, j'étais le seul adulte bêtement dans l'eau avec un bonnet de bain et des lunettes. Mais les enfants, on leur demandait de mettre un bonnet de bain et des lunettes. Moi, il fallait que je mette un bonnet de bain et des lunettes. Je veux que Oui. l'identification et l'exemplarité, c'est très important pour moi. Ok. Bah, c'est super, ça va nous amener à la prochaine question. Parce que justement, dans Hommes en Lumière, moi j'interviewe des hommes justement pour parler un peu de, voilà, de qui ils sont, mais aussi de leur chemin en tant qu'hommes. Et j'aurais bien voulu savoir finalement quel était le lien que tu as eu avec ton père. Comment était ton père? Quel lien tu as eu? Et quel a été, est-ce qu'il a été une source d'exemple ou pas pour toi? D'accord. Alors, déjà, avant de parler de mon père, j'ai envie de te parler de ma famille paternelle, justement, où il y a une grosse, grosse présence masculine, hein. C'est-à-dire que c'est des lignées et des lignées d'hommes qui se suivent, qui fait notamment la fierté de mon grand-père, hein, quatre générations d'hommes, etc. Et donc, il y a une grosse, grosse fierté masculine. Mon père, là-dedans, c'est plutôt un gentil. C'est un très gentil et c'est quelqu'un il était directeur de l'office de tourisme de Vannes, qui mène beaucoup de projets, qui adore mener des projets tout le temps. Et quand on était petit avec mon frère, il avait tendance à nous inclure tout ce qu'il faisait. Il essayait de nous emmener, de nous faire participer. Il mêlait un petit peu vie publique, vie privée, vie professionnelle, vie privée, pardon. Et il essayait de nous intégrer à ce qu'il faisait. Donc, ça nous a donné un bon exemple de ce que c'était de mener des projets et d'être en lien avec les autres, parce que c'est quelqu'un qui adore créer du lien. Et mon père étant quelqu'un de très gentil, il a rencontré ma mère qui était aussi quelqu'un de très gentil. Et en fait, à un moment donné, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'était deux gentils ensemble. Et je ne peux pas te dire exactement pourquoi ça n'a pas marché. Mais il s'est passé que quand j'avais 7 ans, ils se sont séparés. Mes parents se sont séparés. Et ils ont fait les choses très, très, très intelligemment parce que c'était des gentils je pense, je peux dire intelligents parce qu'ils ne se sont pas vraiment déchirés et ils ont fait les choses pour nous et en pensant à nous. Et en fait, du coup, ça a été un divorce assez sympa. Ils ont refait chacun leur vie de leur côté. Ils ont chacun eu un nouveau mariage, une fille. Et en fait, ce qui a été génial à ce moment-là, je peux presque dire aujourd'hui que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, le divorce de mes parents, parce que j'ai eu comme deux visions du monde. Alors, on reste en France, en Bretagne, en Occident, mais donc c'est des visions qui sont quand même proches. Mais il n'empêche que ce qui pouvait être une vérité absolue du côté de mon père venait tout d'un coup être nuancé par ma mère et inversement. Et donc, j'ai rencontré donc une belle-mère par l'intermédiaire de mon père et un beau-père qui est venu dans ma vie aussi, de l'autre côté. Donc, j'avais une autre influence masculine, on parle du masculin là, en la personne de mon beau-père qui est anglais. Donc, c'était très intéressant au niveau culturel, au niveau influence, d'avoir d'autres regards, tu vois, et d'autres sources d'inspiration un peu différentes. Ouais, j'ai trouvé qu'en fait, il n'y avait plus une vérité, mais c'était nuancé. Alors, mon père était très porté sur se projeter, réussir, la vision. Et ma mère, elle était beaucoup plus portée sur le contentement dans l'instant présent. Donc, il y a eu cet équilibre que j'ai à la suite cherché, hein, chercher cet équilibre sans arrêt entre quelle est la part de moi qui me projette et la part de moi qui me contente de ce qui est présent. Et, euh, et je l'ai très bien vécu, hein. Je peux pas dire le contraire. J'ai eu une enfance relativement cool et voilà, voilà pour mon père et mon beau-père qui a été une influence aussi. D'ailleurs, ouais. Et justement, vu que tu as eu l'exemple de ton père et de ton beau-père, assez proches, justement, est-ce que tu as un souvenir particulier assez marquant avec l'un et avec l'autre? Et tu vois, finalement, qu'est-ce qui t'ont amené l'un et l'autre comme qualité du masculin? Euh, ouais, alors, j'ai des souvenirs avec chacun. Mon beau-père, très vite, quand il est arrivé dans notre vie, il nous a considérés comme ses enfants. Et donc, du coup, il nous faisait participer aussi aux activités qu'il faisait. Alors, il nous liait moins au côté professionnel et au côté projet, mais par contre, il faisait beaucoup de sport. Et aujourd'hui, je me retrouve parce qu'il avait à peu près mon âge quand il est arrivé en Bretagne et qu'il a rencontré ma mère. Et je me retrouve dans ce côté, il faisait pas mal de VTT, il faisait du surf,
Il nous a acheté nos premiers bodyboards, il nous a accompagnés dans l'eau. On faisait plein de trucs. Et moi, j'avais l'image d'un homme très dynamique, voilà, très, très sportif, très enthousiaste. D'ailleurs, actuellement, je suis hyper. Il est, il est sur les chemins de Compostelle, si tu veux. Il est en train d'arriver. Il est parti de Vannes, donc sur 3 mois, quoi. Donc je trouve ça hyper inspirant. Moi, ça inspire mon côté action. Ça va Et, donner un goût pour l'aventure et peut-être pour le faire bientôt, non? ouais, alors il y aura d'autres projets d'ici là, mais ouais, j'ai toujours des tas d'idées en tête. Mais on pourra y revenir à ça. Et du côté de mon père, j'ai un événement très, très, très marquant. C'est quand j'ai eu 18 ans, que j'ai eu mon bac, ça faisait longtemps que je rêvais d'aller en Angleterre, jouer au rugby et travailler en Angleterre. Ma mère m'avait dit non, non, il faut que tu finisses ton bac avant d'y aller. Et puis dès que j'ai eu mon bac en poche, je me suis précipité, j'ai trouvé un travail, etc. Mais il fallait que je franchisse le pas quand même de l'enfant à l'adulte. Et, en fait, c'est mon père qui m'a accompagné dans ce passage, dans ce franchissement de seuil. Je me rappelle très bien, je venais d'avoir mon permis de conduire et j'avais ma petite 205, une nouvelle voiture. Et je l'ai suivi, il avait sa voiture, on a roulé ensemble jusqu'à Roscoff. Donc je le suivais derrière, c'était mes premières vraies heures de conduite sur la route seul. Et on a pris le ferry ensemble. Il m'a amené en Angleterre, on y arrivait. On a rencontré mon futur patron le jeudi soir, c'était un jeudi soir. Et le patron me dit, garçon, demain, 5 heures du matin, à la criée. D'ailleurs, un super gars que j'ai appris à connaître après, aussi une grosse référence masculine pour moi dans mon cheminement. Et une sorte de mentor à l'âge de 18 ans, quelqu'un qui montre la voie. C'était à la fois le président du club de rugby, ce gars-là, et il était aussi sur la criée, il gérait un peu pas mal de choses dans le port. Et il me dit, demain, garçon, 5 heures du matin. Ah, je fais OK, super, très enthousiaste. Et avec mon père, on va manger au pub le soir. Et à la fin du pub, mon père, donc j'avais ma petite chambre, moi, où on avait déjà mis mes affaires. Et à la fin du pub, mon père, il me fait la bise et il me dit, allez, je te laisse, maintenant, tu es un homme, mon fils. Et Wow. tu vois, ça m'a marqué. Et ça a été vraiment une année qui est venue, mais vraiment casser la dynamique on va dire, de l'enfance bourgeoise, vantaise, classe moyenne, à un jeune qui allait se confronter à la vie active sur les docks en Angleterre, en jouant au rugby avec des adultes. Ça a été une fracture. Et dans ce passage de seuil, c'est mon père qui me dit, je te laisse maintenant, tu es un homme, mon fils, quoi. Wow. Et c'était hyper puissant, quoi. Ouais, j'imagine. J'imagine de la chance. Ouais, c'est chouette. Ben, on arrivait à une autre de mes questions, mais bon, tu as un peu déjà répondu. Je voulais aussi te demander de parler s'il y avait un ou deux événements qui t'ont réellement marqué et construit en tant qu'homme. Bon, ça en est un, fort. Ouais. Est-ce que Ouais. tu en as un autre à nous partager ou... Ouais, alors, ouais. Donc, bon, cette année en Angleterre, forcément, a été très, très forte dans mon développement, hein. Ça m'a vraiment fait un rite de passage à l'âge adulte. Et après, j'avais toujours cette part de virilité qui venait quand même du côté paternel de la famille, cette fierté d'être un homme fort, etc. Et donc, je jouais au rugby, mais j'avais envie d'être encore plus fort, encore plus costaud. Et donc, je me suis mis à la muscu énormément, au sport de force. Et puis, j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup de muscles. Je me sentais fort. Et puis, un jour, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment fort? J'aimerais bien tester quand même. Et alors, j'étais sur Internet. Et à l'époque, je cherchais un petit peu des clubs de lutte, des endroits où j'aurais pu me confronter. Alors, moi, je ne suis pas trop orienté sur les frappes. Je suis plutôt, mon corps m'appelle à lutter, hein. J'adore cette idée de lutter et cette sensation physique. Alors, j'avais déjà fait un peu de chamaille hein, avec d'autres garçons, hein, forcément, mais je n'avais jamais été confronté à des vrais lutteurs. Et j'ai trouvé un plan sur Internet. C'était quelqu'un qui proposait dans son grenier de venir faire un peu de jujutsu, grappling. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'y suis allé un après, mais il m'a montré des trucs. Ça se passait plutôt pas mal, c'était sympa. Je bourrinais un peu avec mes muscles, tu vois, mes gros muscles. Et puis là, il y a un videur, un gars qui faisait la saison à Vannes, à côté de Vannes, dans une boîte de nuit, un Parisien qui venait faire le videur et qui était un combattant de combat libre, tu vois. Ouais, de C'était MMA, quoi. ouais, exactement. Il était très, très musclé, anormalement musclé presque. Et donc, je vais avec lui et puis je me fais plutôt malmener.
Mais alors, je me fais un peu mal physiquement, je me fais malmener. Mais tu vois, je me dis, voilà, je suis un dur, vas-y, je vais y aller, quoi. Et puis, bon, je donne tout ce que j'ai. Bon, ça ne se passe pas très bien pour moi, mais ce n'est pas grave, je m'accroche. Et puis, il me dit, si tu veux voir le vrai truc, je vais ce soir. Là, on était l'après, il me dit, ce soir, il y a le jiu-jitsu brésilien juste à côté de Vannes. Là, ils ont un cours libre l'été, on peut y aller, on peut tourner, c'est super sympa. Il me dit, t'as qu'à venir. Je dis, allez, je suis un guerrier, tu vois, je vais y aller. Hein. J'avais mal au bras et tout, je vais y aller. Et puis, je vais au jiu-jitsu brésilien. J'arrive là-bas, grand tatami, lui, il arrive. Il y a plein de monde qui arrive un peu partout. Tu as l'impression que c'est un rassemblement qui sort de nulle part. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis on t'invite à lutter. Alors, on s'échauffe un petit peu. Et puis, très vite, ça part en libre, quoi, en randori libre. Et il y avait des gars, je me disais, mais c'est pas possible que ce soit des lutteurs, ces gars-là. Ils ressemblent à rien. Moi, j'ai des gros muscles, lui, il a des gros muscles. Mais eux, ils étaient fins, quoi. Et ils étaient vraiment. Tu avais l'impression que c'était des surfeurs qui étaient venus là, tu vois, à la cool, avec leur short de bain. Et donc, il y en a un qui m'invite, il me dit, bah, viens, on va tourner. Et puis moi, fier comme tout, je me dis, toi, je vais te démonter, je vais me venger de mon après-midi pourri. Et en fait, je me suis fait balancer dans tous les sens. J'ai rien passé. Je me suis fait torpiller toute la soirée par des mecs qui me rendaient 20 kilos. Et il se trouve que mon collègue videur, il s'est fait torpiller aussi, pareil, parce que finalement, c'était une brute, mais il n'avait pas tellement de technique. Mais ces gars-là, ils étaient juste super techniques. Et en fait, à la fin, il était frustré comme moi. Et il m'a appelé. Il m'a dit, viens, on va mettre les gants, on va se mettre sur le côté. Et là, il m'a foutu une volée. Et donc, juste pour se prouver qu'il n'était pas minable. Voilà, il n'était pas pourri. Et si tu veux, moi, j'étais au bout de la chaîne alimentaire. J'étais vraiment au bout de la chaîne alimentaire, quoi. Et en fait, je suis allé dans ma voiture après. Et des fois, j'ai un autocritique intérieur qui est assez fort. Et là, cet autocritique, il s'est réveillé. Dans certains moments de ma vie, il se réveille. Il m'a dit, mais t'es vraiment une grosse merde, quoi. Et je me suis dit, mais je pensais être fort. Et en fait, je me suis trouvé le dernier maillon de la chaîne, le plus faible ce soir, quoi. Et en plus, j'avais une petite douleur au bras. Quand tu perds, la douleur, elle fait plus mal que quand tu gagnes. Et alors là, j'avais mal physiquement. J'ai été blessé dans mon ego. Ça venait de détruire un modèle, une histoire que je me racontais qui venait de s'écrouler, quoi. Donc, je me suis effondré en pleurs dans ma voiture. Et ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie au jiu-jitsu. Une autre fois où je m'étais cru un petit peu plus fort que je l'étais. Je me suis fait remettre en place, pareil, à Rennes. Et en fait, moi, je trouve ça hyper puissant. Ça a été hyper puissant parce que ça m'a dit, bah, tu vois l'histoire que tu te racontais, le modèle là, eh ben, en fait, ça, c'est rien du tout. et non, mais c'était. Alors, il y en a qui l'auraient très mal vécu. Moi, il se trouve que les revers de la vie et les leçons d'humilité, je crois que je suis appelé sur cette planète à en prendre et intérieurement, elles me font énormément de bien parce que je sais que ça veut dire, bah, je me suis trompé. Maintenant, on va recommencer une nouvelle page, un nouveau chapitre, on va écrire un nouveau truc. Et là, il se trouve que juste après ça, bah, j'ai été m'acheter un kimono, une ceinture blanche, et puis je me suis pointé à tous les entraînements. Et j'ai progressé, j'ai fait du jiu-jitsu pendant 10 ans et j'ai remis l'humilité au centre, quoi. Et je suis content de la réaction et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'inviter les gens à faire. C'est pas grave de tomber. On se relève, on recommence différemment. Moi, je suis vraiment très, très, très content d'avoir vécu ça parce que ça m'a formé. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin, mais je n'ai pas trop envie d'anticiper sur tes questions, mais il y a toujours un côté, un observateur intérieur. Quand je passe, il y a quelque chose à l'intérieur, que si c'est dur, si je suis dans l'adversité, si je souffre, il y a toujours un côté de moi, en moi à l'intérieur, qui observe, mais de manière équanime, qui regarde et qui dit, il est en train de se passer ça, c'est intéressant, reste là, ne t'en vas pas, ne va pas voir ailleurs, ne va pas chercher de la distraction, reste là, reste là. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est une grosse force et c'est ce que j'invite les gens que j'accompagne à faire. C'est dur, reste là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ressens? Et même avec les enfants, les émotions, là, je les vois à la piscine se confronter certains à la peur du milieu aquatique.
à quoi elle ressemble, ta peur, quelle forme elle prend, est-ce qu'elle a une couleur, est-ce qu'elle te parle, où est-ce que tu la ressens dans ton corps, mais reste là, ne t'en va pas, quoi. Ah, c'est intéressant. En plus, surtout, toi comme moi, on accompagne de l'humain, enfin des êtres, et cette posture d'humilité, elle est vraiment très, très importante, quoi. Parce que j'ai l'impression que justement, enfin moi, c'est mon chemin aussi, hein, où je suis testé régulièrement sur mon chemin pour voir si je reste en humilité, si je reste dans simplicité, parce que je crois bien que quand on accompagne réellement pour être authentique, il faut être dans l'humilité, quoi. Ouais. Et Savoir d'ailleurs, qu'on ne sait pas et qu'on est juste là et qu'on fait juste qui on est. Et ça aide des gens, bah, tant mieux, mais c'est pas nous, notre personne, notre ego qui fait quelque chose, quoi. C'est exactement. plutôt notre essence ou le rayonnement qui est là, mais c'est pas notre petite personne humaine incarnée, quoi. Exactement. Et tu sais, d'ailleurs, je voudrais te partager un truc qui est totalement dans le thème. Donc récemment, là, je me suis lancé un petit projet donc avec partagé et en solitaire où je traverse la Bretagne 3 fois par l'intérieur des terres sur les Gers en VTT et bikepacking où je bivouaque dans la forêt. Et en fait, donc, cette aventure, elle est tant intéressante extérieurement par rapport au fait de sillonner un beau pays et de voyager différemment qu'intérieurement en soi, quoi. Voyager en soi et aller à la rencontre de soi. Et, et en fait, j'ai fait la première étape fin mai où j'ai traversé la Bretagne en suivant le GR39 jusqu'au Mont-Saint-Michel, donc en remontant vers le nord. Et en fait, arrivé au Mont-Saint-Michel, je me suis dit, alors, si tu veux, juste avant que je parle de ça, je suis quelqu'un j'ai tendance à me sentir important assez facilement. Je pense que c'est un conditionnement. Si tu veux, moi, je suis le premier enfant des deux côtés de ma famille, du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc, j'ai grandi comme un petit roi. Et d'ailleurs, mon beau-père me le rappelle souvent. Il me dit, quand je suis arrivé dans la famille, en gros, tu étais au-dessus de tout, on ne pouvait pas te parler, tu souriais jamais. Et donc, lui, il a contribué aussi à me ramener sans arrêt à l'humilité, quoi. Et je me suis dit, mais il faut que je construise des outils dans ma vie et des garde-fous qui me permettent de rester humble en permanence. Et là, je me suis dit, tu arrives au Mont-Saint-Michel, c'est bien, tu as réussi ton objectif. Et quand je réussis un objectif, tu vois, j'ai tendance à me sentir important, l'ego qui gonfle, j'en suis pas à l'abri. Et je me suis dit, ma compagne a proposé de venir me chercher de Rennes au Mont-Saint-Michel, puisqu'elle était en week-end à Rennes, en voiture. Et je me dis, je vais lui mobiliser son temps, je vais lui demander de venir me chercher en voiture pour moi, parce que j'ai atteint mon objectif. Je me suis dit, et si je rentrais à Rennes en vélo, qu'est-ce que ça ferait? Et c'est bien parce que j'avais ce concept du tour d'humilité. Le tour d'humilité, c'est-à-dire, OK, tu as atteint ton objectif, tu vas assumer ton périple et tu vas redescendre. Et tu Comme un reviens. alpiniste qui monte ouais, tu montes en haut tu as atteint le sommet d'une montagne, un alpiniste qui n'attend pas l'hélicoptère, merci, j'ai gagné, venez me redescendre. Les alpinistes, ils disent, tu n'as fait que la moitié du chemin, il faut redescendre. Et la redescendre, je pense que c'est très important émotionnellement pour redescendre sur Terre aussi. Et donc, je me suis dit, je vais repartir en vélo à Rennes. Et c'était très dur parce que quand tu as fait sur deux jours 300 km de vélo en allant à 10 km/h, en faisant des heures et des heures de vélo, en faisant des nuits très courtes dans la forêt, etc., et que tu atteins ton objectif, mais que tu te dis derrière, je dois repartir en arrière sur 80 km, psychologiquement, ce n'est pas facile. Mais la motivation, c'était de me dire, c'est le tour d'humilité, je suis en train de lancer un concept et ça va me faire redescendre. Et donc, je fais mon tour d'humilité et je me fixe un objectif. Je me dis, je vais arriver pour manger le soir avec la belle famille à table. Alors, la belle famille, ma compagne me dit par contre, c'est 7h30, pas plus tard. Et je me dis, ils ne vont pas m'attendre pour manger, mais c'est génial. Ça veut dire que je suis pas important, je ne suis pas le centre du monde. Et ça, c'est très bien, tu vois. Donc, j'ai un créneau horaire, 7h30, il faut que j'arrive. J'arrive pile poil à 7h30. Incroyable, je bourre, j'arrive 7h30. Je suis transpirant, donc je ne suis pas vraiment dans le timing puisque je dois aller prendre une douche. Mais bon, tout le monde a commencé à manger, pas grave. Là, je mets les pieds sous la table. On me sert un verre de vin. Je mange. Je commence à me sentir presque important parce qu'on me demande qu'est-ce que tu as fait, etc. On me sert un verre de vin. Et puis, ça se passe bien. Je prends deux verres de vin. Je mange. Je suis bien avec la belle famille. Et là, la vie rappelle à l'ordre. Mon fils, il tombe dans les marches. Il s'ouvre l'arcade et on part aux urgences.
C'était pas fini ton tour d'humilité. C'est exactement. Et on passe 6 heures aux urgences. On sort à 3 heures du mat. Eh ben, je me suis dit, eh ben, en fait, le tour d'humilité, c'est génial. Alors, effectivement, ce n'était pas fini, mais il m'a préparé à me dire, eh ben, tu n'es pas si important que ça et la vie, elle continue. Ouais. Et la deuxième chose, c'est après, c'est moi, c'est est-ce que je suis capable d'emmener mes enfants à l'école en vélo le lundi quand je fais un truc. C'est pareil. C'est-à-dire, OK, tu as fait ton truc, mais tu reviens sur Terre, tu reviens et tu assumes. Tu assumes ton rôle de père, ton rôle de conjoint, ton rôle de coach, tu assumes. Et tu restes humble. Et en fait, c'était drôle. Alors, je suis désolé pour mon fils. Bon, ça fait une épreuve. Heureusement que je ne m'étais pas projeté à passer une bonne nuit parce que je me dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'essaie d'être moins optimiste, mais c'était vraiment impressionnant. Et là, je te dis ça, mais la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Je me suis bloqué ma journée pour me faire un trip en kayak. Ma fille a la varicelle. Je dois la garder toute la journée. J'annule mon trip en kayak. Génial. Génial. Humilité. Aïe, aïe, aïe. Ok. Eh ben, il t'en arrive, hein. Plein. Hein. Ok, on continue sur nos questions. Allez, vas-y, avec plaisir. On va changer un petit peu de registre. Donc, un homme actuel, enfin même un homme tout court, c'est une partie de masculin, une partie de féminin, parce qu'on est Ouais. tous, enfin qu'on soit homme ou femme, on a tous du masculin et du féminin. Et moi, j'aimerais bien savoir comment tu vis ton féminin. Comment tu vis cette partie yin à l'intérieur de toi? Comment tu la sens? Comment tu la ressens? Comment tu l'expérimentes? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Eh ben, pour moi, ça représente la part d'intériorité. Comme je t'ai dit, j'ai toujours une partie de mon attention qui est portée sur l'extérieur et une partie à l'intérieur. Quoi que je fasse, si je vais faire du kayak ou du vélo, il y a une partie qui est sur l'itinéraire, le chemin, et une partie qui est à l'intérieur, ce qui est en train de se produire en moi. Moi, je le vis comme ça, c'est l'intérieur, c'est les pensées, c'est les émotions. Et c'est assez drôle parce que concrètement, ça s'est manifesté de façon assez nette, puisque j'ai développé un cercle d'amis filles à l'école et on a créé un groupe qui s'appelle les Théières Enflammées. Et donc, je suis cette espèce de mec un peu papa à l'école qui est entouré d'un groupe de 5-6 femmes et on boit le thé ensemble. Et c'est vachement. Et donc, c'est vachement sympa et on parle beaucoup de nos sentiments, de nos émotions, etc. Alors, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas avec les copains et justement, je crois que les amis que j'ai, c'est des gens avec qui aussi on peut parler de cette dimension intérieure, tu vois, les amis hommes. Alors, les théières, je suis un peu moins actif en ce moment. Pourquoi? Parce que moi, le yin et le yang, je le ressens beaucoup aussi dans l'année. Je le ressens beaucoup avec la saisonnalité. Et là, j'en suis encore plus conscient depuis le confinement et le Covid. Je sens une montée d'énergie vraiment au printemps qui m'appelle à faire des petites aventures. Une grosse montée d'énergie en été qui me dit, mais vas-y, va vite, va à l'extérieur. Et puis après, une redescente à l'automne qui m'amène à revenir en moi. Et en hiver, je suis en moi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas des trucs. Hein. En hiver, par exemple, je vais me baigner dans l'océan. Mais c'est des temps très courts, des temps d'entraînement très, très courts, avec beaucoup d'intériorité, beaucoup d'interoception. Et je passe beaucoup de temps en réflexion, à écrire, à méditer. Alors que l'été, le yang, je suis plus appelé vers l'extérieur. Donc, ce qui explique que même si j'ai toujours le yin et le yang dans les deux, hein, tu vois, les théières, par exemple, je suis moins actif sur les théières enflammées, mon groupe de filles là, parce que j'ai envie, je suis avec les copains, avec des hommes et on va se confronter au milieu naturel, on va se repousser nos limites. Et je sais qu'à l'automne, eh ben, je relancerai sûrement la dynamique parce que j'aurai envie d'avoir de la réflexion sur cette saison qui est passée. Ça me permet aussi d'entrer en réflexion. Et j'adore, j'ai un moment à la fin de l'année avec ma compagne où on se prend un temps vraiment tous les deux autour du Nouvel An. Parce que j'aime pas faire les choses avec les autres. Moi, j'aime bien m'isoler. Et donc, le Nouvel An, je le fête un peu différemment. On s'isole 2-3 jours avec ma compagne. Et en fait, ça me permet de faire un bilan sur l'année, de discuter, de prendre du recul. Et mon petit rituel, c'est le 31 janvier.
on fait un truc sympa, une petite ascension. Il y a 2 ans, on a monté la dune du Pilat. On fait on se fait un petit repas le soir et on essaie de se coucher avant minuit pour être en forme. Et le lendemain, je me réveille tôt et quand je suis auprès de l'océan, je vais me baigner le 1er janvier. Et en fait, plutôt que de célébrer l'année passée, j'ai une réflexion sur l'année passée. OK, quel chemin j'ai fait, d'où je suis venu. Et maintenant, OK, je veux bien démarrer l'année. Je ne veux pas démarrer l'année avec une gueule de bois, tu vois. Mais tout ça, c'est vraiment un processus qui est très, très intériorisé dans mes émotions, où est-ce que je veux aller, dans ma relation avec ma compagne, dans ma relation, dans mon rôle de père, etc. Et donc, c'est vraiment, tu vois, en hiver où je me recentre, je repars du centre et les cercles concentriques vont grandir jusqu'à aller à l'aventure l'été, l'extérieur. On va aller loin, on va s'étirer comme un arbre. Et puis après, on va redescendre, on va re-rentrer. Tu vois, le yin, c'est vraiment ça. Oui. Je le vis comme un arbre. Ouais, mais c'est super. Enfin, moi aussi, je suis très en lien avec l'énergie des saisons et c'est quelque chose qui me sert à accompagner les gens. Et c'est intéressant parce que tu te fais finalement ton petit rituel à toi énergétique, quoi, de célébrer la récolte de l'année et d'aller rêver ta vie en hiver, d'aller rêver ce que tu as envie de voir germer au printemps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ça fait quelques années que je ressens une pulsion envers les saisons, une sorte d'amour envers les saisons. Et à l'inverse, je trouve ça très, très difficile et frustrant d'avoir un rythme qui est le même et imposé toute l'année. Et les gens, je pense que c'est très dur pour beaucoup de gens parce que ils ont le même rythme en hiver et en été et au printemps et les mêmes durées de travail et on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Je trouve ça super difficile, quoi. Et à l'inverse, moi, je suis appelé à me dire, mais j'ai envie de vivre avec les saisons. Et là, tu vois, ça fait 3 ans là qu'on est dans notre nouvelle maison et on l'a conçue. Elle est ouverte vers l'extérieur. Beaucoup, on a des grandes baies vitrées. Tout est plein pied jusqu'au jardin et ça permet aux enfants de courir sur l'extérieur, d'aller dans les champs. On est entouré de champs et c'est ce qu'on voulait. On est entouré de nature. Et quand tu es entouré de nature, tu réalises l'importance des saisons. Tu vois, j'ai vécu en région parisienne et alors oui, il y avait occasionnellement le square, le parc, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et en fait, tu es toute l'année, à part il fait un peu froid, il fait un peu chaud, mais toute l'année, c'est pareil. Tu as ton immeuble, il ne change pas, quoi. Par contre, mon jardin, il change. Les feuilles, elles tombent. Ça alimente mon compost, ça vient faire du terreau. Et il y a un cycle. Et là, tu constates que la vie est cyclique. Et c'est génial, quoi. Et c'est pour ça que plus ça va, plus je suis un amoureux de la nature, plus j'ai envie d'être au contact des éléments de l'extérieur, tu vois. C'est tellement riche d'enseignements, c'est tellement, je sais pas, c'est Ouais. mon appel. Il y a une grande sagesse hein, dans la nature. Et puis, simplement d'observer, comme tu dis, les saisons, les arbres, voir tout ce qui se passe sur un arbre, si on le ramène à notre intérieur, tu vois, il y a plein de sagesse à aller chercher. Et moi, je suis comme toi. Ça fait quelques années que je tombe amoureux des saisons et que j'ai vraiment ce lien avec chaque saison et l'importance de bien vivre chaque saison avec le bon rythme, quoi. Ouais, C'est vrai exactement. qu'on a une société où les gens, ouais, tu me dis, ils font toujours la même dépense d'énergie ou la même chose toute l'année, mais c'est que c'est surtout, ils sont coupés du rythme parce qu'on a une vie sociétale autour qui est complètement hors rythme. Tu vois, en plein hiver, tout le monde s'agite pour Noël, il y a des lumières Ouais, partout, alors qu'au contraire, c'est un temps où on devrait descendre, s'intérioriser pour préparer son hiver. Et c'est comme si les gens, ils font tout à l'inverse, quoi, ouais, sociétalement. Hein. On tout a une à fait. société qui tourne complètement à l'envers, quoi. Ouais, et pour rebondir là-dessus, moi, c'est parti d'une réflexion aussi il y a quelques années. Je me suis dit, j'adore l'été, comme beaucoup de monde. J'aime pas l'hiver. Non, mais comme beaucoup de monde. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Enfin, je veux dire, je devrais être bien toute l'année. Comment ça se fait que alors je me suis dit, comment je pourrais aimer l'hiver? Et c'est là où je me suis rapproché. J'ai découvert les entraînements dans le froid, etc. J'ai commencé à me baigner dans l'eau froide. Et en fait, je me suis dit, si j'aime pas l'hiver, c'est parce que j'aime pas le froid au départ. Donc, je me suis dit, bah, et comment je pourrais aimer le froid? Donc, immersion dans l'eau froide, des techniques de respiration. Et je me suis mis à trouver quelque chose de positif dans le froid. Et donc, petit à petit, c'est là où, en me confrontant à l'extérieur, j'ai appris à aimer l'hiver. Mais en apprenant à aimer l'hiver, ce que j'explique aux gens, c'est que j'en tire pas du tout la même chose qu'en été, en fait. Les gens se disent, ah ouais, mais comment c'est possible d'aimer l'hiver?
on ne peut pas se détendre, on ne peut pas être dehors. Non, non, ce n'est pas du tout pareil. C'est que quand on se met à se confronter aux éléments, l'hiver, effectivement, nous invite à intérioriser et à redescendre. Et en fait, les gens se disent, bah ouais, non, l'hiver, vivement l'été. Je me dis, c'est terrible de vivre une partie de l'année en espérant l'autre partie, quoi. Et du coup, par rapport à ça, bah, je me suis dit, bah, il faut que j'aime l'hiver. Et dans ce cheminement, je me suis dit, bah, en fait, non, oui, c'est pas du tout la même chose, l'hiver et l'été. Et là, j'ai compris que, il y avait ce cycle, il y avait ce rythme. Et je vais rajouter un truc, c'est que plus je respecte les cycles, mieux je les vis. C'est-à-dire que mes aventures de l'été, pour que j'ai de l'énergie en été, il faut que j'ai hiberné en hiver, il faut que j'ai fait le travail, que j'ai plongé de réflexion, mon travail de renforcement dans le froid aussi. Hein. C'est quelque chose qui a un travail quand même physique, etc. Ce que les Anglais appellent wintering, c'est-à-dire se confronter à la rudesse de l'hiver pour plonger en soi, pour être prêt à aller parcourir le monde en été, quoi. Et plus je veux aller loin en été, plus je veux étendre ma branche, plus je dois planter mes racines profondes en hiver, tu vois. Oui, je vois bien. Je vois bien parce que enfin, j'adore ton discours parce je pourrais avoir exactement le même en fait. Et oui, la descente, moi, c'est tout ce que j'apprends aux hommes dans l'accompagnement, d'être capable de descendre justement dans les profondeurs, dans le yin Ouais, du yin pour pouvoir rayonner après, quoi. ouais, Et- mais tu vois, l'histoire de. Je me dis, comme tu disais, les gens, ils ont envie d'être en été tout le temps, mais c'est très symptomatique de notre société où on veut une production maximum. En fait, les gens voudraient être en été tout le temps, ouais, dans leur vie, leur bonheur, leur travail. Mais sauf ouais, que la vraie vie, c'est justement des cycles. C'est être heureux au printemps, heureux en été, heureux en automne, heureux en hiver, parce que chaque cycle amène une sagesse, une expérience particulière. Et l'automne, moi je trouve ça génial parce que c'est le moment où ça redescend et c'est là où tu fais le tri. Tu récoltes ouais. tout ce qui s'est passé dans l'été et tout, et que tu as la récolte de ce que tu as planté l'année d'avant, quoi. Mm. Donc en fait, le travail que tu fais cette année, bah, tu vas le récolter à l'automne, finalement, ou à l'automne Ouais, prochain. tout à Et les fait. gens, souvent, ils ont peur parce que pour eux, l'automne, ça descend, hein, on perd nos feuilles, machin, il fait froid. Mais oui, mais c'est là où justement tu fais le tri, quoi, de tiens, qu'est-ce que j'ai fait qui a marché, je plante des nouvelles graines ou pas, quoi. Donc c'est Ouais, génial parce que tu te prépares à notre futur, quoi. ouais, tout à fait. Et puis il y a un autre truc, c'est que, enfin, moi je le vois là en été. Là, en plus, c'est des beaux jours, c'est très très agréable. Hein. C'est agréable, c'est confortable. Et en fait, le confort n'invite pas à la présence. Le confort, il t'invite à, aller chercher de la stimulation. Euh, et tu es bien, et tu vas te balader dans tes pensées, tu vas à la fois aller vers l'autre, et c'est super. Mais je trouve qu'il y a dans l'inconfort, comme tu dis, les gens veulent être en été tout le temps, ils veulent être confortables tout le temps. On fuit l'inconfort. En fait, aujourd'hui, on fuit l'inconfort, on va prendre des médicaments, des analgésiques. Dès qu'on a la moindre petite alerte, la moindre petite douleur, on va essayer de l'éteindre. On veut pas voir. On veut pas voir les émotions qui sont un petit peu dérangeantes. Et en fait, moi, je pense que justement, et c'est pour ça que je suis un grand partisan de l'aventure de l'adversité et de l'inconfort, c'est parce que je pense que l'inconfort, il m'invite à évoluer, il m'invite à être plus présent, à être en moi. Qu'est-ce qui se passe? Si je vais regarder mes émotions, mon inconfort, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train d'être dit. Et le froid, c'est pas très confortable, ça invite pas à la détente, mais c'est très puissant pour la présence. C'est très puissant. Pareil, je viens du milieu du sport, être blessé, on n'aime pas, mais c'est très puissant. Ça invite à revoir notre technique, à revoir notre façon de pratiquer différemment, à avoir un rapport au corps. Ouais, tu vois, quand il y a eu le confinement en 2020, alors je pense que ça fait un moment que je me suis câblé à voir un peu les opportunités partout, mais quand il y a eu le confinement, il se trouve que je m'étais à moitié blessé au jiu-jitsu, donc j'étais bloqué du coup, il y avait le confinement, et je l'ai bien vécu parce que je me suis dit, mais waouh, ça ralentit d'un coup, et ça va m'amener à revoir ma vie, où est-ce que je veux aller, quel est mon rapport avec mon corps, mon rapport avec ma famille, mon rapport avec ma maison qui était toute nouvelle, et reprendre le temps de poser des bases. Et en fait, ouais, je l'ai très bien vécu, même si ça pouvait être inconfortable en extérieur, parce que justement, j'ai confronté cet inconfort et qui m'appelait justement à la présence.
Oui, il était chouette ce premier confinement qui a arrêté tout le monde parce que justement, avec cette idée de tout le monde veut être en été tout le temps, bah là, la vie nous disait non, maintenant, vous allez expérimenter tous l'hiver. Bon, c'était un peu la merde parce que énergétiquement, c'était au printemps et ça a un peu pris Ouais, du temps. ouais, Mais ce qui est chouette, c'est que d'habitude, pour faire un temps, enfin avant, pour faire un temps comme ça, ça s'appelait une retraite ouais, spirituelle, quand tout s'arrête, qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'activité, que je suis face à moi-même. ouais. Toute l'humanité a fait une retraite, c'est génial. Ah bah, c'est génial. Après, je déplore que tout le monde ne l'ait pas vécu de Oui, cette après, manière-là parce que, il y en a qui l'ont plus subi que. ouais. Hmm. On continue nos questions, Allez, Charles. vas-y, avec plaisir. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le masculin aujourd'hui? Est-ce que tu as Bah, quelque chose à dire vers où il doit aller qu'est-ce qu'il traverse? Comment tu vois le masculin aujourd'hui? moi, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin. Alors déjà, l'homme avec un grand H, il est appelé à évoluer. Hein. Il est vraiment appelé à évoluer s'il veut survivre. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, l'âme avec un petit H, et puis le masculin hein, qui se retrouve aussi dans la femme, mais il est aussi appelé à évoluer. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gros travail, une grosse marge de progression au niveau des émotions. Hein. Je le vois, je vais utiliser un terme, c'est pas beau, mais je trouve que émotionnellement, on est un peu handicapé, quoi. Non, mais on n'est pas du tout, et je veux pas je jette la pierre à personne. Je suis pas comme ça. On sait pas comment faire avec les émotions. On n'est pas amené à vivre nos émotions, même enfant. Et du coup, à ce niveau-là, tu vois, c'est pas quelque chose dans ma famille, c'est pas quelque chose avec lequel on était à l'aise aussi, les émotions, tu vois. Et, euh, et dans l'idée d'être fort, voilà, on montre pas trop ses émotions. Hein. Il y a beaucoup cette culture-là et je le trouve encore. Et, euh, et aujourd'hui, je veux montrer qu'il y a une nouvelle, il y a une nouvelle sorte d'homme, on le sait, qui est en train d'arriver. C'est des hommes qui peuvent être très masculins, avec toute la physicalité, avec toute la force mentale, etc. Et en même temps très au contact de leurs émotions et de leur sensibilité. Tu vois beaucoup, hein, d'ailleurs, sur les pères. Il y a une nouvelle façon d'être père aujourd'hui, tu vois. Moi, par exemple, mon enfant, je l'ai porté contre moi beaucoup dans l'écharpe de portage. Ou quand je le faisais, bon, ça ne se faisait pas encore trop, mais ça commençait. Et pour moi, c'était juste quelque chose de normal. J'avais envie d'être au contact avec mon enfant. Et ce contact, depuis qu'ils sont bébés, mes enfants, je n'ai pas envie de le perdre. J'ai envie de les accompagner émotionnellement. Et c'est ce que je me disais ce matin, encore une fois, à la piscine où je les accompagne, c'est que je n'ai pas envie de faire trop de choses pour eux, de les assister, mais par contre, je tiens à les accompagner dans la vie, dans les bons moments et dans les mauvais moments, au niveau émotionnel. D'être un accompagnant et de dire, OK, qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Et qui puissent pas forcément lâcher toutes leurs émotions de manière incontrôlée, mais qui puissent les vivre pleinement, qui puissent être pleinement présents avec leurs émotions et les vivre. Et je pense qu'on a une grosse marge de progression parce que les émotions, c'est une énergie fantastique, ça met les choses en mouvement, l'énergie en mouvement. Et voilà. Émotion, emotion, c'est énergie en Énergie in mouvement. motion. Ouais, Emotion, c'est exactement ça, c'est l'énergie ouais, qui se déplace, quoi. ouais, voilà. Et ça me fait penser à une question, ce que tu me dis là avec tes enfants. Est-ce qu'ils t'ont déjà vu pleurer, tes enfants? Est-ce que tu as déjà pleuré devant tes enfants? Non, non. Alors, j'ai pas pleuré devant mes enfants. Je me rappelle. Alors, à part les deux épisodes que je t'ai décrits au Jiu-Jitsu, là, je me rappelle pas la dernière fois où j'ai pleuré. Je peux pas te dire pourquoi. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je pense que s'il y avait un décès dans mes proches, je serais en larmes, je suis quasiment sûr. Mais sinon, dans le reste du temps, je pleure pas. Mais je pense pas que c'est dû à une carapace. Je pense que c'est que je passe beaucoup de temps à l'intérieur. Et en fait, quand il se passe quelque chose de très dur, il y a un côté de moi qui est très heureux d'aller dans la caverne et de dire, OK, tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Tu vas regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et le sort de vide qui est amené par une difficulté ou je suis,
c'est pas que je suis heureux, mais il y a une partie de moi qui est de conscience, qui est là et qui me dit regarde, reste là. Et voilà. Et est-ce que j'entends ce que tu dis, le fait Ouais. de tu t'intériorises, tu vas dans ta grotte, mais comment tu fais justement circuler cette émotion? Parce que le fait Comment je la transmets, tu veux dire? oui, comment tu te laisses traverser par cette émotion? Parce que si tu rentres dans ta grotte, ok, Ouais. tu t'intériorises pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais énergétiquement, l'émotion qui te traverse, il faut bien qu'elle circule. Enfin, tu vois, j'entends Oui. ce mode Ouais. intérieur. Après, Ouais. me pose la question justement, comment tu laisses circuler l'émotion qui te traverse. Tu vois, ça peut être, je veux dire, tu peux être touché, tu peux voir quelque chose qui est beau. Moi, un jour, j'étais avec mon Ouais. épouse, j'ai pleuré dans une pâtisserie. Ouais. Parce que c'était un pâtissier, c'était le meilleur pâtissier de France. Et les gâteaux, ils étaient tellement beaux. J'ai fondu en larmes devant les gâteaux. Et je leur ai dit aux gars, hein, je leur ai dit, mais en fait, c'est des œuvres d'art, vos gâteaux. J'ai tellement été touché que ça m'a traversé, quoi. Ok. Et moi, enfin, j'ai pas cherché à intérioriser à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ma question, c'était comment tu te laisses traverser, justement. Ouais. Bah, je sais pas. Peut-être que j'ai pas encore développé cette sensibilité. Tu vois, ce que tu me dis sur les gâteaux, moi, j'ai pas du tout cette sensibilité. Alors, peut-être que ça va venir, hein. Je vais être appelé peut-être à la développer. Il y a sûrement des zones que je connais pas encore, des zones de libération, peut-être. Euh, je, pour moi, actuellement, dans ma phase de vie, c'est encore beaucoup lié avec un état mental. Et donc, quand j'ai une émotion qui me dérange, j'essaie aussi de voir si elle est reliée à des pensées sur lesquelles je me sais accrocher, à une histoire que je me raconte. Et à ce moment-là, j'essaie de reformuler l'histoire différemment et de voir les événements qui m'arrivent de manière un peu différente. Mais, euh, mais oui, je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Après, tu vois, comment je la laisse circuler, je ne peux pas vraiment te dire aujourd'hui. Par contre, j'ai toujours à cœur de transmettre. Et tu vois, ça me fait penser quand je suis parti sur le dernier périple, là, il y a un petit, j'avais fait un pique-nique avec les gens du village avant de partir. Et j'avais envie de transmettre aux enfants, de leur montrer tout l'équipement, la carte, etc. Et au moment où je pars, je dis au revoir à tout le monde. Et tu as un petit, il vient me voir et me dit, mais tu vas dormir où? Je lui dis, je vais dormir dans la forêt, sans hamac. Et il me fait, mais t'as pas peur? Et là, je lui ai dit, si j'ai peur. Je lui ai dit, si j'ai peur. Et en fait, après, je lui ai dit au revoir, je suis parti. Et puis, en partant, je me suis dit, mais j'aurais dû lui dire que c'était pas grave d'avoir peur et que j'allais pas laisser la peur avoir le dessus sur moi. Mais ce que je veux dire aujourd'hui aux enfants et aux hommes, Tu lui as dit ça parce qu'en fait, en lui répondant, oui, j'ai peur, mais je le fais quand même et j'y vais, ouais, et ouais, ça me met en joie d'y aller. Je veux dire, ça veut dire il aura vu l'exemple de quelqu'un qui, ok, bah, il y a la peur qui est là, mais je la laisse c'est pas, exactement ça, c'est exactement ça. même Et je si tu voulais que, l'expliques pas, quoi. tu vois, plutôt que de jouer le mal qui se dit, ouais, non, attends, gamin, moi, j'ai pas peur, hein, petit, c'est comme ça. Je préfère dire la vérité. Alors, après, les peurs, c'est pas les mêmes que lui, hein, mais ça va être la peur de ne pas réussir, ça va être la peur de certaines choses, de la douleur physique peut-être, de la nuit en forêt, l'inconfort, mais je veux pas passer pour le mec, et je l'aurais fait plus jeune, hein, le mec qui dit qu'il n'a pas peur. Aujourd'hui, je veux dire aux enfants et aux gens, si, si, la peur, elle est là. Mais la différence, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'accepter la peur et justement de ne pas la laisser gagner. Et tu vois, je pensais aux guerriers sans peur et sans reproche. Moi, je préfère être le guerrier avec peur et avec reproche, tu vois, parce que je sais que je ne suis pas parfait, je suis humain, tu vois, j'ai des contradictions, on peut me reprocher des choses, je veux les accepter, je veux juste évoluer et être appelé à être un peu meilleur chaque jour, tu vois, et à essayer de progresser et à essayer de montrer l'exemple. Mais je ne dis pas que je n'ai pas de peur, je ne dis pas que je n'ai pas de reproche, tout au contraire. Et puis ça n'existe pas de ne pas avoir peur. Moi, je viens plutôt d'un milieu pareil d'arts martiaux et j'avais un prof qui étudiait vraiment plein de choses au point de vue historique, des Spartiates et tout. Et tous les gens qui sont sur les champs de bataille, après le champ de bataille, ils s'effondrent en larmes, quoi, parce qu'il y a toute Ouais, la peur qui. Ok, dans l'action, la peur, elle n'a pas le temps d'être là parce qu'il faut agir, il faut survivre, mais dès que ça s'arrête, émotionnellement, ça tombe et les mecs, ils tombent ouais, en larmes, ils tremblent et machin parce qu'il faut l'évacuer, la peur, quoi. ouais, Et même s'ils ont survécu, qu'ils ont gagné, c'est pas ouais, on est les plus forts. Oui, ça
à la victoire, c'est les 3 premières secondes, ouais, il y a le truc de ouais, on a gagné, et puis après, Ouais, émotionnellement, il y a tout qui revient à sa place et il y a tout qui s'effondre parce que ouais. dès qu'on Mais vit des moments forts, enfin, même des situations d'urgence critiques, enfin, moi, ça m'est arrivé ok, de réagir sur le moment, et puis une fois que c'est passé, d'avoir alors qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien, et tu as les jambes qui tremblent, tu commences à plus être bien et tout, et tu te dis, mais c'est plus le moment, mais en fait, parce que c'est la peur qui s'évacue, quoi. Et c'est comme ça, quoi. Mais On c'est a tous- vachement important, c'est vachement important d'en parler parce que je crois il y a une erreur de compréhension des gens qui voient les autres faire des trucs un peu fous. Et moi, avec mon style, on me voit faire des trucs où juste on croit que j'ai pas peur. Et en fait, c'est ça l'erreur de conception. C'est pas que j'ai pas peur, c'est que j'ai développé une relation particulière à la peur. C'est que en fait, la peur, elle m'appelle à chaque fois. C'est comme un défi. C'est va voir ce qu'il y a derrière, va la démonter. Parce que pour moi, une peur, ça se démonte. Je le vis comme ça. Moi, je la démonte, la peur. C'est que je vais expérimenter des choses. S'il faut, je vais découper une tâche en petites tâches et je vais aller démonter la peur. Et Hmm. après, quand je réalise la chose, bah, elle me fait plus peur. Ou a posteriori, effectivement, s'il y a une décharge d'adrénaline et que j'ai dû me dépasser, effectivement, j'ai une redescente. Mais après coup, on va dire, bah, ce qui me faisait peur hier me fait plus peur aujourd'hui. Mais c'est surtout un besoin d'aller vers cet appel de oh, ça me fait peur. Ouf, et peut-être qu'il faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière, quoi. Parce qu'il y a possibilité d'évolution. Et en fait, c'est là la différence. Les gens, ils croient qu'en fait, tu n'as pas peur. Non, non, c'est parce que justement, je fais des choses qui me font peur. Mais c'est juste la relation, c'est que je vais vers ma peur. Je ne la fuis pas. Je ne la fuis pas. Et je pense que beaucoup de gens sont dans la fuite de certaines émotions, là où si on reste et on y va, l'issue est différente. Et puis, au bout d'un moment, la peur, on se rend compte que les 3 quarts du temps mental, à part quand c'est vraiment, tu es en face d'un ours et que tu vas mourir, Ouais, parce qu'en fait, on est rarement dans des vraies situations de peur physiologique, de peur ouais, de survie, quoi. Tu vois, je parlais d'un ours, oui, tu vois un ours au détour d'un bois, là, tu peux te dire, oui, tu peux avoir peur, mais les 3 quarts du temps, nos peurs sont mentales. ouais, Et en te confrontant, tu te vois bien que finalement, c'était juste une idée, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Non, tout à fait. Bah, tu vois, quand j'ai traversé là dans la forêt, donc j'ai dormi en pleine forêt le deuxième soir et j'étais dans le noir total, forêt, etc. Puis je m'endors et à 1 heure du matin, je suis réveillé par un cri dans la forêt. Je ne sais pas ce que c'était, un cri d'animal. Et en fait, là, je suis dans le hamac et puis ça commence à. Il est 1 heure du mat, quand tu as fait beaucoup de vélo, tu es fatigué, tu es réveillé en pleine nuit, en pleine forêt, tu es seul, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Et là, les pensées, elles s'agitent dans la tête. Mais encore une fois, c'est rester assez présent avec l'inconfort pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi plutôt que d'être. Je veux surtout jamais me laisser prendre par la panique pour avoir la meilleure réponse possible. Alors, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, ça va très vite. Oh là là, mais il y a des loups, s'il y a un animal sauvage, s'il y a machin, ceci, cela. Et tu te rends compte que c'est que des pensées. Et là, ce que je me dis, c'est on revient au corps, on revient à la respiration. Si la respiration est calme et profonde, c'est ça, c'est la base. C'est ce que j'apprends aux gens. Respiration calme et profonde. Démonte les pensées. Maintenant, la pensée, elle est toujours là. J'arrive pas à m'extraire de cette pensée, même si je mets mon attention sur la respiration. La pensée, j'y suis accroché. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour me préparer à une situation voilà. Bah, du coup, je suis descendu de mon hamac, il y avait une branche, et je me suis mis à tailler une lance avec mon couteau d'enfant. Et en fait, je me suis amusé, j'ai rigolé. J'étais là, je taille une lance comme quand j'étais gamin, aujourd'hui dans la forêt, avec le même couteau que j'ai eu pour mes 10 ans. Et en fait, je suis en train de faire un trop beau truc et j'étais mort de rire. Et après, je me suis rallongé avec la lance sous le hamac, je me suis endormi tout de suite, j'étais trop heureux. Et le matin, je me suis réveillé en me disant, ah, merde, j'ai même pas pu tester ma lance du coup, tu vois. Mais je me suis dit, bah, concrètement, j'ai respiré. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon contrôle et qu'est-ce qui n'est pas en mon contrôle? Et je pense qu'on passe trop de temps à s'attacher, et ça, c'est le phénomène global, c'est qu'on passe trop de temps à s'attacher à ce qu'on ne contrôle pas et pas assez à ce qu'on contrôle. Et en fait, il y a très, très peu de choses qu'on contrôle. On contrôle juste notre état d'esprit, notre attitude, notre respiration. Et je pense que je vois souvent ça, on veut trop changer l'autre. Souvent, on veut changer l'autre, mais le seul changement, le seul changement, c'est le changement de soi-même, soit le Ouais. changement que tu veux être dans le monde. On ne peut pas, tu vois, on est toujours là en train de critiquer, et l'autre, il devrait faire ci, et les autres, ils devraient faire ça,
et lui, il ne devrait pas avoir peur et machin. Non, non. Il n'y a que moi que je peux changer. Et je peux espérer être un exemple si je change bien, tu vois. C'est tout. C'est la responsabilité du colibri, quoi. Là, je change le monde, je change déjà mon mètre carré de surface autour de moi et je suis responsable de finalement que de ça, quoi. Du mètre Ouais, carré qui est autour de moi. Mais moi, si j'en prends la responsabilité et qu'au moins celui-là, il est correct, eh ben, ça change le monde à cette marge-là, quoi. Et si on fait tous exactement. ça, on change tous le monde, quoi. Exactement. Exactement. Hmm. Ah, c'est super tout ça. Bon, on arrive déjà à notre heure d'interview, Charles. OK. Pour finir, est-ce que tu as envie de parler, je sais pas, de ton actualité, des projets que tu as, s'il y en a, si... Bah, effectivement, j'ai ce projet-là actuel. Donc, c'est un projet qui est très perso. Cette année, contrairement aux autres années, je ne l'ai pas relié à des causes. J'avais relié à la cause de l'enfance les 2 dernières années, mes projets d'aventure. Là, c'est un projet que je fais vraiment perso, mais à l'inverse, j'ai envie d'en profiter pour passer des messages forts sur justement la relation à soi-même, la relation aux autres. Et en fait, je traverse 3 fois la Bretagne cet été. Donc, j'ai déjà fait une fois du sud de là où j'habite au nord. En juillet, je la traverse d'est en ouest et en août, je la traverse d'ouest en est pour revenir à la maison. Je fais un Ouais, triangle. tu fais un Voilà. triangle avec 3 GR, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est pas, je le fais pas en 3 semaines. Je fais 3 fois une semaine ou des longs week-ends pour combiner ça avec l'activité pro et la famille, hein, pour rester responsable de mes engagements. Et donc, du coup, le GR de base, c'est le 37, le gros que je vais suivre en juillet. Et ça, je le fais avec des copains. Et j'aime les deux. J'aime voyager seul pour la relation à moi et l'ouverture avec d'autres gens que je rencontre. Et j'aime aussi partager mes périples. Et là, on va être 4. Et on s'est fait pour mon anniversaire une journée d'entraînement de 100 km. Et j'ai appréhendé un petit peu parce que c'est pas facile de mettre des gens un peu différents ensemble. Et c'était un petit peu mon cercle d'hommes à moi, quoi. Le soir, on a fait le feu chez moi et on a échangé autour du feu et c'était intéressant. C'est des choses à vivre. Et tout ce que je fais, moi, a toujours le but d'être partagé derrière. Pour si ça peut servir, ce que je vis, mon expérience. D'ailleurs, c'est ma méthode de partage, c'est que je parle de mon expérience parce que c'est la seule truc dont je suis un expert, c'est mon expérience. Je ne peux pas parler d'autre chose, en fait. C'est comment je vis les choses en espérant que les gens puissent s'identifier, s'y retrouver, que ça puisse les inspirer et les emmener dans une dynamique positive. Mais encore une fois, la seule chose que je maîtrise, c'est mon attitude et ce que je fais. Et donc voilà, cet été, c'est très simple. C'est 3 traversées de la Bretagne, une entrée en soi. Voilà. Est-ce que, comme ta précédente aventure, tu vas faire un petit film avec? Il y aura un petit retour, parce que je sais que la première aventure, quand tu étais allé au Mont-Saint-Michel pour les enfants, Ouais, il y a eu un petit film dessus. ouais. Est-ce que là, tu prévois de faire pareil? Alors, alors non, du coup, c'était pas prévu. Je sais que ça m'a été demandé, que ça pourrait être super sympa. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis plus organisé assez pour avoir ce genre de logistique avec un film. Surtout qu'à travers les forêts, on vise beaucoup d'autonomie. Et sur l'énergie, c'est compliqué de recharger toutes les batteries entre les téléphones, les montres, les GoPro. Je dis pas que c'est pas faisable, mais là, je repars sur un plus haut niveau d'aventure et disons que sur le niveau de l'histoire qu'on va raconter, je vais revenir à du basique. Ça va être via mon blog sur mon site internet et éventuellement un livre, nourrir un livre que j'aimerais écrire, un de ces quatre, parce que j'ai envie d'aller vers l'écriture. C'est quelque chose qui m'appelle énormément, l'écriture, parce que effectivement, avec la vidéo, on peut véhiculer beaucoup de choses. Mais moi qui suis quelqu'un de très kinesthésique, j'adore véhiculer ce que je vis par écrit et j'adore lire aussi, je lis énormément. Et je pense que je peux véhiculer énormément de choses sur mon état intérieur par écrit. Plus que, alors je ne dis pas que ce n'est pas complémentaire avec la vidéo, mais quand j'écris, je peux dire tellement de choses sur ce qui se passe et sur mon interprétation du monde et j'adore.
Moi, je vais mettre en lien, donc sous la vidéo, vous aurez, je vais mettre en lien ton site, ton compte Insta, Facebook. Comme ça, vous pourrez retrouver Charles si vous êtes dans l'Ouest là-bas, si vous voulez le voir pour qu'il vous coach et qu'il vous accompagne. Voilà, notre première interview arrive à sa fin. On a déjà fini notre heure d'interview. C'était très agréable, Charles. Merci d'avoir osé faire l'aventure du premier homme en lumière. Merci à toi pour cette belle initiative. Merci beaucoup, Ludovic. Non, merci à tous les gens qui nous regardent, qui vont nous regarder. Voilà, si vous aimez, likez, partagez. Et puis, vous pouvez, moi, me retrouver après sur Ingayati Formation sur Instagram ou sur ingayati.fr. Donc, voyez bien que c'est le premier interview. Il va y en avoir plein d'autres d'hommes en lumière. Et je vais continuer à mettre les hommes en lumière. Voilà. On s'arrête là? Allez. Ciao. Merci. Bye. Ouais. Bonne journée, Charles. Bonne journée à tous. Ciao. Salut.